Merci d'être là ce matin. Nous avons toute une série d'intervenants, belges et français, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour oser prendre le temps. Oser prendre le temps, c'est un colloque sur la réduction du temps de travail à l'initiative des jeunes de la FGTB de Liège ou Warem qui, il y a un an, ont lancé une plateforme politique sur la notion, sur cette conviction de la nécessité de la réduction du temps de travail. Ils ont ainsi réuni un ensemble de jeunes, d'acteurs de gauche. Nous avons un ensemble d'orateurs de qualité, le secrétaire général de la FGTB, Marc Goblet, nos amis français, Gérard Filoche et Philippe Martinez. La question du temps de travail est une question qui est au centre des actualités politiques. Nous parlons aujourd'hui de la réduction du temps de travail, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et c'est toujours d'actualité, eh bien, on a eu, tant en France qu'en Belgique, pas mal de problématiques sur la question du Code du travail. Alors à ce sujet-là, que peut-on dire ? Philippe Martinez, leader de la CGT, Marc Goblet, secrétaire général de la FGTB, et Gérard Filoche. Honneur à nos invités. En effet, Philippe Martinez, il est plus nécessaire de dire que vous avez mené un combat important avec la CGT contre toutes ces lois imposées par un gouvernement dit de gauche en France. Donc, rigidité du marché du travail ou perspective néolibérale beaucoup plus complète ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'intérêt de la présentation historique, parce qu'on a été confronté à ça en France, c'est de montrer, vous savez, il y a un débat entre les modernes et les archaïques. Et on voit bien que quand on rappelle le sens de l'histoire, les discours, il y a des discours qui changent jamais et qui proposent de revenir en arrière. C'est ceux qu'on présente comme modernes dans les médias. Et il y a ceux qui veulent aller proposer des alternatives sociales, continuer le progrès social, et c'est ceux qu'on présente comme les archaïques. Et je crois que c'est ça qui est important, parce que pour résumer cette loi travail, j'ai un inspecteur du travail à côté de moi, donc il va pouvoir en parler largement, c'est continuer et accentuer des solutions ou des pseudo-solutions qui nous conduisent aujourd'hui en France à avoir 6 millions de chômeurs. C'est-à-dire qu'on nous propose d'aller toujours plus loin dans la libéralisation du Code du travail, en fait, pour le supprimer, pour nous expliquer que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Or, il faut être très pragmatique. Si ça avait marché, eh ben, il n'y aurait pas 6 millions de chômeurs en France et autant en Europe, puisque, comme ça a été rappelé, ce sont des politiques qui sont coordonnées. Le principe de cette loi à laquelle nous avons été confrontés et que nous combattons toujours, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, c'est de donner liberté totale aux entreprises pour, en interne, faire la loi en interne. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, maintenant, il y aura un code du travail dans chaque entreprise. Donc tout ce qui est garantie collective, tout ce qui est repère collectif, l'objectif c'est de les casser et de faire que chaque patron, le code du travail, on le met dans la bibliothèque du DRH pour décorer. De temps en temps, on peut aller le regarder, mais c'est l'accord d'entreprise qui dit, voilà, dans cette entreprise, on va travailler 40 heures, 44 heures, évidemment pas payé en heures supplémentaires. C'est ça, et c'est ce qu'on appelle le principe de l'inversion de la hiérarchie des normes. Et donc, on a essayé de nous faire croire, je le répète, que ça c'était moderne. Et on voit déjà aujourd'hui, et on a eu des exemples précis, je pense à Smart par exemple, dont vous avez entendu parler, où
la direction a anticipé cette loi travail en proposant un accord collectif qui consistait à dire vous travaillez 40 heures, payez 35, sinon on ferme l'entreprise. L'accord s'est appliqué il y a 15 jours. Le taux d'absentéisme a doublé suite à la dégradation des conditions de travail. Le taux d'absentéisme a doublé. Dans la métallurgie, le patronat de la métallurgie vient de faire signer un accord à certaines organisations syndicales majoritaires de triannualisation du temps de travail. C'est-à-dire que le temps de travail maintenant va se compter sur 3 ans. On pourra travailler 44 heures, 46 heures pendant 2 ans, sans heures supplémentaires. Et puis la dernière année, on va nous trouver des problèmes de production, etc. Soit on renverra la responsabilité à l'État en demandant des aides pour payer le chômage technique, soit, évidemment, on licenciera parce que la loi aussi favorise et les licenciements qu'on dit conjoncturels, c'est-à-dire en manque d'activité, mais la loi, ce qu'ils ont réfléchi, comme une entreprise peut dire je ne fais pas assez de profit, ça serait bien que je puisse licencier un peu pour dynamiser les marchés financiers. Et donc, on peut avoir aujourd'hui des accords, ce qu'ils appellent offensifs, vous voyez l'art de manier les mots, des accords offensifs qui permettent, dans une entreprise où on dégage des bénéfices, où il y a de l'activité, de licencier, de faire des accords d'aménagement du temps de travail pour augmenter les profits. Voilà le contour de cette loi qu'on nous présente comme moderne. Et donc, j'insiste beaucoup sur cette question-là parce que, mais vous vivez ça en Belgique, hein. Les modernes, c'est ceux qui disaient en 1906, il ne faut pas réduire le temps de travail, il ne faut pas augmenter les salaires, sinon nos pays vont aller à la catastrophe. Quand on prend 100 ans plus tard, la France reste une des premières puissances mondiales. Et puis, je finis là-dessus, la France est le 3e pays au monde en matière de dividendes versés aux actionnaires. C'est ce qui a changé depuis 1906 et on voit bien que c'est cette logique-là qui prime. Merci Philippe. Alors, merci pour ce tableau, malheureusement peu réjouissant, mais ça nous permettait de voir l'état de la situation. Alors, Gérard Filoche, on a entendu les 2 syndicalistes. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste en France. Vous avez une longue expérience. Vous êtes particulièrement courageux d'être venu ici et rien que pour ça, on peut l'en remercier. Mais vous avez aussi une analyse plus globale justement de toutes ces évolutions, de toutes ces attaques. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que bon, voilà, le tapis rouge devant le patronat et les idées de droite est bien lancé. Et est-ce que c'est aussi votre analyse et comment, justement, on se positionne par rapport à ces dossiers? Oui, je vais inscrire mes propos dans la suite de ceux de mon premier secrétaire de mon syndicat et dans ceux de Marc Goblet, que je suis content de rencontrer en même temps que vous tous. La première réduction du temps de travail, puisqu'il y a eu un peu d'histoire en France, en fait, pour les paysans, c'est Philippe le Bel qui a interdit aux paysans de travailler avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Et pour ce qui est des ouvriers, c'était un rapport un peu comme celui qui a été cité tout à l'heure en 1841. C'était le rapport du docteur Villermé en France, qui a fait des études dans 20 fabriques et qui a vu les gens travailler 15 heures, 16 heures, 17 heures, les femmes et les enfants, y compris mourir au travail. Et le bon docteur Villermé a dit, 1841, il faut travailler moins. Et il a fallu 80 ans en France pour qu'on passe en fait d'une journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Ça s'est vraiment inscrit dans les textes. 1919, 1920. Et déjà, nous nous battions pour les 3-8. Et 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Le corps humain, biologiquement, a besoin de cela. C'est pas seulement l'économie qui doit diriger. C'est nos besoins et nos vies. Et il a fallu encore 70 ans, vous la connaissez l'histoire, pour qu'on passe de 40 heures à 35 heures. 1936, 2002. Mais je fais toujours remarquer que pour ça, on a fait 4 choses en même temps. On a produit plus. Personne ne peut le discuter. Entre 1936 et 2002, malgré une guerre mondiale et 2 guerres coloniales, on a produit plus. 5-6 fois le PIB. On ne sait pas compter.
On a gagné plus, puisque c'est pareil, 5, 6 fois, 7 fois le pouvoir d'achat en 70 ans, entre 1936 et 2002. On a doublé le nombre d'emplois. Parce qu'en 1936, il y avait 9,5 millions de salariés en France. Et en 2002, il n'y en avait pas loin de 18 millions. Et ça, en travaillant moins. Ça, c'est la preuve du pudding. Le pudding, c'est quand on le mange qu'on comprend. Et là, c'est ce qui s'est produit. C'est l'argument le plus fort, le plus matériel qu'on puisse avoir contre les patrons. Pendant 70 ans, on a produit plus, doublé le nombre d'emplois, gagné plus en travaillant moins. Pourquoi on changerait aujourd'hui? Or, c'est bien ce que la loi El Khomri s'efforce de faire. C'est la première loi qui s'attaque à un siècle de droit du travail français. C'est la première loi qui tente de réaugmenter, de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et de réaugmenter la durée du travail en baissant les salaires. Et elle est brutale, cette loi El Khomri. Bon, je ne peux pas vous la faire entièrement, mais je vais essayer de vous dire avec une petite parabole, si vous me permettez, comment ça va se traduire. C'est vrai que j'étais inspecteur du travail 30 ans. J'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises, le code du travail à la main. Et je me souviens de 3 entreprises qui aujourd'hui sont impactées par la loi El Khomri. Il y a toutes 3 du textile dans le 3e arrondissement de Paris, là où j'ai officié. Et il y en a une de 45 salariés, rue Saint-Martin, une de 35 rue Mellet et une de 15 rue Notre-Dame de Nazareth. Celle de la rue Saint-Martin, avec ses 45 salariés, c'est 40 femmes. Il y a 4 rangées de 10 femmes sur leur machine. Et la contremaîtresse est sur l'estrade. Elle est surveillée toute la journée pour qu'elle ne parle pas. Il faut lever le doigt pour aller faire pipi. Et c'est comme ça que ça marche. On n'est pas au 19e, on n'est pas au 20e. C'est aujourd'hui. Et ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé dans l'entreprise, c'est que depuis la loi El Khomri, le patron est monté sur l'estrade. Il a dit bonjour, on va passer les heures supplémentaires de 25% à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre? Et personne ne va être contre. Dans cette boîte, il n'y a pas de délégué du personnel. Il n'y a pas de syndicat. Elles vont toutes se taire. Elles vont calculer dans leur tête, parce que les heures supplémentaires, elles en ont besoin. C'est nécessaire pour boucler leur salaire, sinon elles ne s'en sortent pas. Et elles vont chercher combien il faut qu'elles fassent pour, avec des heures à 10%, d'heures en plus, pour avoir à peu près ce qu'elles avaient quand elles étaient à 25%. C'est ce qui va se passer dans leur tête. Elles vont rien dire. Le patron va faire une petite note à la direction du travail et va dire, nous avons négocié, dans ma boîte, les heures sont passées de 25% à 10%. C'est exactement comme ça que ça s'est passé en rentrée septembre. Dans l'autre entreprise, 35 salariés, rue Mellet, le patron a plus d'empathie avec ses salariés. Il fait plus attention. Il dit, oh, je ne vais pas les passer à 10%, je peux payer 25%. Après tout, elles ne gagnent pas tant. Et puis moi, j'ai assez de marge, je me débrouille. Donc, il les laisse à 25%, mais c'est le banquier qui va arriver, qui va dire, mais monsieur l'employeur, vous savez, je suis banquier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui font des marges. Et vous avez des entreprises à côté, je ne vais pas vous donner leur nom, la marge est bien meilleure que la vôtre, et vous, vous avez une difficulté à la fin du trimestre. Je vais devoir vous aider pour boucler votre trésorerie. Alors, il faudrait, je veux bien vous aider, moi, banquier, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. Le patron va lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Et le banquier va dire, pourquoi vous ne passez pas les heures supplémentaires de 25% à 10%? Parce que c'est la seule solution d'augmenter votre marge. Alors, avant la loi El Khomri, le patron pouvait dire, non, je ne peux pas, c'est la loi. Mais maintenant, ce n'est plus la loi. Et le banquier va dire, si vous ne faites pas ça, je ne vous aide pas. Et alors, le patron va dire, va voir ses salariés, gentiment, mais va leur dire un par un, on est obligé de passer à 10%. Parce que si on ne passe pas à 10%, je suis obligé de fermer à la fin du trimestre. Et donc, on passe à 10%, elle va les prendre un par un. Je ne peux pas faire autrement. J'aurais bien voulu vous maintenir à 25%. Mais on ne peut pas faire. Et la troisième boîte, c'est une boîte rue Notre-Dame de Nazareth. Ils sont 15, je les connais, c'est un patron voyou. Il payait déjà pas les heures supplémentaires. Il avait déjà deux clandestins. On lui avait mis un procès verbal de l'inspection. Il va même pas s'occuper de la loi parce qu'ils sont fous, en fait. Mais c'est son comptable qui va venir le voir. Il va lui dire, regarde, dans la loi, là, la nouvelle, El Khomri, il y a marqué qu'on peut majorer les heures supplémentaires ou les compenser. Qu'est-ce que ça veut dire, compenser? Ça ne veut peut-être pas dire qu'on est obligé de les majorer. On n'est plus obligé de les payer. Alors ils vont se taper le front tous les deux, puis le patron va dire, on va leur donner 2 blousons à la fin du mois. Et ça va remplacer la majoration des heures supplémentaires. Et je vous explique comment, dans un grand pays, à 3 rues d'intervalle, au cœur de Paris, dans la même branche, le dumping social va fonctionner une fois que ça n'est plus la loi qui l'emporte sur le contrat et une fois que la loi El Khomri commence à s'appliquer.
Et à partir de là, vous avez la logique, c'est de travailler plus pour gagner moins. C'est-à-dire que les 35 heures restent sur le papier, mais elles sont sabotées, en vérité, sur le fond. Alors après, il faut quand même qu'il y ait une violence dans la loi. Et alors, cette violence a été introduite par François Hollande lui-même. Je parlais en tant que socialiste, là. Quand? Eh bien, parce qu'il a méprisé un aspect de l'histoire du Code du travail français. Il est né, en fait, en 1910. Et après, suite à la catastrophe de Courrières, dans le Pas-de-Calais, de 1906. La catastrophe de Courrières, c'est 1099 morts avec un seul coup de grisou. Et le patron se comporte, je croyais lire tout à l'heure son discours, il dit il faut reprendre le travail tout de suite, sinon le charbon polonais va arriver. Et la deuxième chose, il dit si vous ne le faites pas, je mets la clé sous la porte. Et il interdit qu'on recherche s'il y a des survivants. Les gens retournent au boulot, et il y a 13 plus 1 survivant 14 jours plus tard, qui sortent par leurs propres moyens, havre du fond des galeries. Alors évidemment, à l'époque, il n'y a pas BFM Télé, il n'y a pas iTélé, mais le choc dans l'opinion est quand même considérable. Il est tellement considérable qu'il y a une mesure qui est prise qui est historique. C'est de créer le ministère du Travail, pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. C'est ça l'origine, la naissance du droit du travail. C'est pour que les salariés, les femmes et les hommes échappent aux exigences de la compétitivité, de la rentabilité, de la flexibilité, et qu'on respecte leur humanité. C'est-à-dire que l'entreprise soit subordonnée aux droits des humains. Et qu'est-ce qu'a dit François Hollande l'année dernière? J'en étais moi tout seul devant ma télé. Dans sa conférence de presse qui a inauguré la loi El Khomri, il a dit nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. En une seule phrase, c'était une contre-révolution théorique, historique, philosophique, culturelle, juridique et pratique. En une seule phrase, il cassait 100 ans d'histoire du Code du travail. Et c'est l'article 1 de la loi El Khomri. L'article 1 qui dit les droits et libertés des travailleurs soumis au bon fonctionnement des entreprises. Alors ça faisait 100 ans qu'on se battait pour que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis au respect des droits des femmes et des hommes au travail. Et en plus, il y a quelque chose d'abominable dans cette rupture. C'est que ça casse un combat planétaire, pas seulement français ou belge, parce que nous sommes affiliés à l'OIT, Organisation internationale du travail. Mais ça veut dire qu'on se bat pour un droit du travail planétaire. On ne veut pas s'aligner sur le Bangladesh. On veut qu'il y ait une progression des normes, du droit du travail, des conventions, dans tous les domaines internationaux, parce que le droit du travail est un des éléments constitutifs du droit de la concurrence. C'est comme ça qu'on voit les choses. Alors évidemment, si d'un côté vous avez l'OIT, de l'autre côté vous avez El Khomri qui vous sa boutique par boutique dans le 3e arrondissement, vous avez deux mondes qui s'affrontent. Et c'est le nôtre qui est celui du progrès. C'est celui d'El Khomri qui est celui de la réaction. Merci. Merci Gérard Filoche.